Il n'y a eu que des gros titres, encore et encore, affirmant que la Chine est en train de gagner la guerre commerciale, que ce soit dans The Economist ou au Center for American Progress. Aucun de ces médias n'est favorable à la Chine. Depuis un certain temps déjà, on entend des rumeurs au sujet d'une guerre avec la Chine. Mais un point essentiel mentionné dans The Atlantic est que les États-Unis seraient en passe de perdre une guerre contre la Chine. La guerre moderne se joue sur la capacité de production et la maîtrise technologique, non sur la bravoure individuelle, une pique adressée à Trump. Je voulais vous demander, professeur Wolf, que reflète cette situation? Comment percevez-vous son impact plus large? Les effets sont considérables, non seulement sur le dollar, mais aussi sur l'Empire américain lui-même. Comment ces gros titres traduisent-ils cela, et quels éléments pourraient manquer? Eh bien, je pense que ce que vous remarquez dans tous ces gros titres, comme vous l'avez suggéré dans votre introduction, c'est la montée en puissance de ceux qui n'ont jamais été satisfaits du régime tarifaire, ni de Trump, ni de tout cela. Ils veulent ce que nous avions auparavant, beaucoup de soft power, une puissance militaire occasionnelle bien sûr, une domination militaire. Ils veulent revenir en arrière, tout comme Trump. Mais ils ne pensent pas que le faire à la manière de M. Trump fonctionnera. Mais il les a clairement vaincus en étant président 2 fois, en rendant l'intonation religieuse de MAGA et de l'Amérique d'abord plus persuasive pour les électeurs que leur propre version, qui, en termes d'objectifs, n'est pas si différente. Le problème pour les deux, c'est que l'Empire américain est tout simplement en déclin. Comme nous l'avons déjà évoqué dans cette émission, et comme l'histoire nous l'enseigne, tout empire suit le même destin. Chaque empire naît, évolue avec le temps, puis finit par disparaître. Cela devrait être une évidence. La question n'est pas de savoir si l'Empire américain déclinera, c'est seulement une question de quand. Et dès l'instant où l'on se pose cette question, on est déjà entouré de preuves que ce quand est maintenant. Nous n'en sommes plus capables. La guerre du Vietnam a été perdue par les États-Unis. La guerre d'Afghanistan a été perdue par les États-Unis. En réalité, la guerre en Ukraine a été perdue par les États-Unis. Oui, je sais que d'autres y ont participé, mais soyons honnêtes, c'est la réalité. Vous ne pouvez plus dominer économiquement comme autrefois. Le dollar n'a plus le rôle qu'il avait autrefois. Nous le voyons partout, à moins de choisir de ne pas le voir. Et ce que ces articles montrent, c'est que l'opposition à M. Trump, venant du Parti démocrate et du monde des affaires, permettez-moi de le rappeler, au cours des 30 dernières années, un nombre considérable d'entreprises américaines, européennes et japonaises ont investi des centaines de milliards de dollars en Chine. Elles ne veulent pas renoncer à ces investissements. Elles ne veulent pas les passer par pertes et profits. Il reste vrai que les salaires sont plus bas en Chine que dans de nombreuses autres régions du monde. Il reste vrai que l'économie chinoise, en tant que marché, est la plus grande et l'une des plus dynamiques au monde. Aucune entreprise sensée ne souhaite se détacher de ces réalités concernant la Chine. En revanche, les États-Unis constituent un marché en déclin, et c'est un endroit où les salaires sont encore une fois trop élevés. C'est la réalité. C'est pourquoi le centre du capitalisme, le centre de la croissance économique dynamique, s'est déplacé hors des États-Unis. Cela ne devrait surprendre personne. Si vous connaissez l'histoire économique américaine, notre dynamisme capitaliste a commencé en Nouvelle-Angleterre, puis il s'est déplacé vers les États du centre de l'Atlantique, puis vers le Midwest. Vous savez comment on appelle aujourd'hui le Midwest? La ceinture de rouille, parce qu'il s'est encore déplacé. Ce n'était qu'une question de temps avant que ce mouvement, motivé par le profit, ne pousse les capitalistes à quitter les États-Unis pour le Canada, le Mexique, la Chine, l'Inde, le Brésil, et ainsi de suite.
Cela signifie que l'empire, son cœur même, avait disparu. Et une fois que vous avez déplacé la production, permettez-moi de vous rappeler encore une fois, pourquoi la production a-t-elle quitté les États-Unis? Eh bien, la réponse de base est que les ouvriers de l'industrie manufacturière aux États-Unis au 19e et 20e siècle étaient en grande majorité des travailleurs blancs, masculins, chrétiens et syndiqués. Ils percevaient les salaires les plus élevés. Si le moteur du profit guide les capitalistes, ce qui est le cas, alors les travailleurs qu'ils cherchent le plus urgemment à remplacer sont ceux à qui ils versent les salaires les plus élevés. Ils l'ont donc fait, soit par l'automatisation, ordinateurs, robots, intelligence artificielle, soit en délocalisant les emplois là où les salaires étaient bien plus bas. Et cela a produit une classe ouvrière blanche, chrétienne, masculine et syndiquée, très en colère et amère, qui a transféré ses votes à M. Trump et l'a fait président parce qu'elle était en colère. Ce n'est pas une stratégie à long terme et elle est en train de s'effondrer. Et ces néoconservateurs ont compris comment le dire. La façon de le dire, c'est « Oh mon Dieu, nous sommes en train de perdre face à notre adversaire chinois ». C'est censé pousser les gens à réagir. Ils n'oseraient pas dire ce que je viens de dire. Ils ne pourraient pas faire cette analyse, car regardez où cela place la responsabilité et où cela place la faute. Je pense que c'est mérité. C'est leur langage ésotérique pour parvenir au même résultat. L'impact sur les habitants des États-Unis, en particulier ceux qui travaillent pour gagner leur vie, a été assez spectaculaire. J'aimerais savoir, selon votre évaluation, quel a été l'impact sur le dollar? Je sais que vous venez de publier quelque chose à ce sujet aujourd'hui. Comment cela se rattache-t-il à l'effet en cascade de ces tarifs dans un sens économique et mondial beaucoup plus large? Qu'en pensez-vous? Je pense que les tarifs douaniers ont globalement eu un effet assez négatif sur le dollar. Depuis le début de l'année, il a baissé d'environ 9 à 10%, ce qui est assez évident. Le problème avec Trump, c'est qu'il s'attend à ce que tout soit fabriqué aux États-Unis, mais ce n'est pas physiquement possible. Les chaînes d'approvisionnement américaines sont terriblement fragmentées et beaucoup de produits, qu'il s'agisse d'électronique, de téléphones portables ou de 70 à 80% des articles vendus chez Walmart, sont importés et nombre d'entre eux proviennent encore de Chine. C'est pourquoi, au bout du compte, Scott Bassett a dû annuler la trajectoire de tarifs à 100%. Maintenant, lorsque le dollar américain baisse réellement, lorsqu'il s'affaiblit, le coût de toutes vos importations augmente. Et cela est indépendant des taux de droits de douane effectivement appliqués. Imaginez que vous imposiez à la Chine un tarif de 30%, ce qui, je crois, est actuellement le taux en vigueur, bien qu'il soit probablement beaucoup plus élevé, puis que vous ajoutiez une taxe supplémentaire de 10%, dite de faiblesse du dollar américain, par-dessus. En ce moment, tout ce que les Américains achètent coûte entre 10, 20, voire jusqu'à 40% de plus, surtout si cela vient de Chine. Et voici ce qui est étonnant. Même aujourd'hui, la Chine exporte encore environ 1 milliard de dollars de marchandises vers les États-Unis. Cela soulève vraiment la question. Si les produits chinois supportent une surtaxe de 30 à 40%, qu'est-ce que cela dit de la Chine? Les produits américains, alors que les Américains continuent d'acheter ces produits chinois fortement taxés, cela signifie essentiellement que le coût de fabrication aux États-Unis est tout simplement trop élevé. Et cela met vraiment en lumière l'état de l'économie américaine. Ensuite, si les tarifs douaniers se prolongent suffisamment longtemps, nous commencerons à voir davantage de pays se dédollariser. Il y a deux raisons principales, en réalité 3, pour lesquelles les pays voudraient se détacher du dollar, n'est-ce pas?
Deux d'entre elles, nous les connaissons déjà depuis les 5, 10, 15 dernières années. La première, c'est la dépréciation du dollar. C'est quelque chose que tout le monde sait désormais. Washington accumule d'énormes déficits budgétaires. Ils continuent de jouer avec les taux d'intérêt. Parfois ils sont élevés, parfois ils sont bas. Et cela énerve vraiment beaucoup de pays. Au cours des 5 dernières années, nombre d'entre eux ont traversé plusieurs crises monétaires. Regardez l'Argentine, par exemple, où ils ont besoin de beaucoup de dollars simplement pour se financer. C'est donc une des raisons pour lesquelles les pays s'en détachent. La deuxième raison maintenant est quelque chose que nous connaissons tous également et qui remonte à la militarisation du dollar. Lorsque les Américains, sous l'administration Biden, ont soutenu les Européens en confisquant les 300 milliards de dollars de la Russie, cela a vraiment fait lever de nombreux signaux d'alarme, n'est-ce pas? Tu sais, si les États-Unis peuvent confisquer tous tes actifs, à quoi bon vraiment détenir des bons du Trésor américain ou de la dette américaine? Maintenant, la dernière raison pour laquelle le dollar risque de baisser davantage, c'est à cause des flux commerciaux. Réfléchis-y. Si les États-Unis décident de fermer partiellement leur marché, ce qui est une conséquence des droits de douane, et qu'ils imposent une taxe de 10 à 20% au reste du monde, ils coupent, en quelque sorte, une partie des consommateurs américains des biens importés. Cela signifie que le flux de dollars vers l'économie mondiale va diminuer. Parce que, eh bien, les États-Unis sont à l'origine de tous les dollars, n'est-ce pas? Ils impriment la monnaie, le gouvernement accumule tous ses déficits, donc le flux de dollars part des États-Unis vers le reste du monde. Alors, si l'on regarde les pays du monde, prenons l'Indonésie par exemple, ils ont récemment émis leurs propres obligations en yuan chinois ou RMB. Pourquoi font-ils cela? Pourquoi ne pas émettre des obligations en dollars américains, comme la plupart des marchés émergents le font? Parce qu'ils craignent que s'ils deviennent trop dépendants de la dette en dollars, leur commerce avec les États-Unis puisse encore diminuer. Et lorsque viendra le moment de récupérer tous ces dollars pour rembourser leurs dettes, ils risquent de ne pas en trouver suffisamment et de se retrouver piégés dans une nouvelle crise monétaire. Le problème avec cette guerre tarifaire, c'est qu'elle incite en réalité les pays à se dédollariser encore davantage. Non seulement en ce qui concerne la détention d'actifs comme les bons du Trésor pour leurs réserves, mais aussi dans la manière dont ils envisagent la structure de leur propre dette. Je préférerais diversifier et émettre davantage d'obligations, par exemple en RMB chinois. Parce qu'au bout du compte, la moitié des biens du monde, voire les 3/4, sont de toute façon fabriqués en Chine. Autant donc établir des relations avec eux et emprunter en RMB chinois. Et qu'est-ce que ça provoque? Cela réduit encore davantage la demande de dollars. Et comme la Réserve fédérale s'apprête à baisser les taux, l'offre de dollars aux États-Unis commence à augmenter, mais la demande à l'extérieur diminue. Qu'est-ce que cela entraîne? Le prix du dollar baisse encore. C'est donc un grand engrenage en cascade où le dollar perd de la valeur au fil du temps. Et plus cette guerre tarifaire dure, moins la situation sera favorable pour la monnaie de réserve. La manière dont les États-Unis ont réagi à tout cela, c'est par davantage de sanctions. Des sanctions contre la Russie, en essayant de couper le commerce chinois et indien avec la Russie, notamment dans le domaine du pétrole. Et bien sûr, des droits de douane à répétition, dans les deux sens, comme vous l'avez suivi, les augmentant, les réduisant, non seulement avec la Chine, mais en réalité avec le monde entier. L'envoyé de Vladimir Poutine ici aux États-Unis, Kirill Dmitriev, vous le connaissez, a déclaré que les sanctions n'auraient, je cite, absolument aucun effet sur l'économie russe. Il a ajouté qu'elles entraîneraient simplement une hausse des prix à la pompe aux États-Unis. Dmitriev se trompe-t-il?
Et quand la Russie commencera-t-elle réellement à en ressentir les effets? When will Russia actually feel the pain? Well, I think Russia's going to feel the pain immediately. Eh bien, je pense que la Russie va ressentir la douleur immédiatement. Je peux vous dire que nous avons déjà vu l'Inde arrêter complètement ses achats de pétrole russe. Beaucoup de raffineries chinoises ont cessé. Et Margaret, allez-vous vraiment citer ce que dit un propagandiste russe? Je veux dire, qu'est-ce que vous attendez d'autre qu'ils disent? Que ce sera terrible et que cela amènera Poutine à la table des négociations. And it's going to bring Putin to the table. Quelle est votre réaction, votre évaluation de la manière dont cela a réellement influencé le paysage économique dans son ensemble? Je pense que nous commençons à percevoir un véritable sentiment de désespoir de la part de l'administration Trump lorsqu'il s'agit de contenir la Chine et la Russie également. Parlons maintenant un peu des sanctions de Trump sur le pétrole russe et de sa volonté d'amener le monde à cesser complètement d'importer de l'énergie russe. Au bout du compte, cela ne va pas vraiment fonctionner. Cela n'a pas marché sous l'administration Biden entre 2022 et 2024, et cela ne marchera certainement pas en 2025. Vous savez, tout ce jeu du coup de marteau, utiliser des sociétés écrans, des flottes fantômes pour transporter le pétrole russe de la Russie vers d'autres régions du monde, cela a déjà été tenté, testé, et cela va se reproduire une fois de plus. Alors, lorsque Trump a décidé de frapper le monde en déclarant qu'il était interdit de commercer avec deux des plus grands exportateurs russes, Rosneft et Lukoil, c'était un autre avertissement adressé au monde. Les États-Unis sont prêts à utiliser comme arme chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement mondiale pour imposer leurs propres objectifs géopolitiques. Ce que Trump veut vraiment faire, c'est clore le théâtre de guerre avec les Russes afin de pouvoir se concentrer pleinement sur la confrontation économique avec la Chine. Je trouve assez révélateur que si l'on revient aux discussions entre Russes et Américains en mars dernier, ils parlaient beaucoup du développement des terres rares situées sous l'Ukraine et la Russie, n'est-ce pas? Les déclarations récentes de Trump affirmaient qu'il serait très heureux si Poutine faisait simplement ses valises et rentrait chez lui, et que tout le territoire vers le front, les frontières du conflit, serait, pour ainsi dire, repris par la Russie. Maintenant, que l'on soit d'accord ou non avec cela, importe peu. Ce qui compte vraiment, ce sont les terres rares sous le sol. Ce que Trump essaie de faire, c'est une sorte de confrontation désespérée pour consolider les chaînes d'approvisionnement américaines, bien qu'il le fasse d'une manière très maladroite, afin de rivaliser avec la Chine. Je pense que si l'on prend un peu de recul et que l'on regarde le tableau d'ensemble, le prochain champ de bataille, comme je l'ai souvent dit, sera l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les puces. Et les États-Unis font actuellement un pari incroyable pour devenir numéro 1, pour toujours garder une longueur d'avance sur la Chine, d'un ou deux pas. Et ils le font d'une manière très, très risquée. Il y a actuellement de nombreux articles dans la presse financière, même dans des médias comme Reuters, Bloomberg, Politico, qui parlent tous de la bulle de l'IA qui ne cesse de grossir, ce qui est tout à fait vrai. Ce que Trump essaie de faire, c'est de consolider tous les leviers dont il dispose dans l'ensemble de l'économie américaine afin de canaliser autant d'argent que possible vers l'intelligence artificielle, pour créer l'IA la plus avancée au monde et dépasser la Chine, si tant est que ce soit possible. Et à cause de cela, il accumule des déficits records. Il parcourt le monde, au Japon, en Corée, chez d'autres alliés, pour mener une véritable quête mondiale de financement. Il veut soutirer au moins entre 900 milliards et 1 billion de dollars de tout cet argent provenant des alliés des États-Unis. Et cela révèle en quelque sorte le grand plan du type « Je veux faire entrer 17 billions de dollars aux États-Unis ».
Peut-être que ce chiffre relève de l'exagération, mais cela montre vraiment la somme que Trump est prêt à miser sur la table de poker pour affronter la Chine. C'est un mouvement très important et risqué. Car j'imagine que les États-Unis se rendent compte qu'ils n'ont pas vraiment l'atout que possède la Chine, à savoir une base manufacturière extrêmement vaste. Ce que la Chine fait avec sa propre IA, avec sa propre technologie d'IA, c'est créer des modèles suffisamment performants pour réellement influencer et améliorer la productivité de ces industries. Ainsi, leurs modèles d'IA sont intégrés à leurs industries, leurs exportations deviennent moins chères, plus productives, et l'argent qu'ils gagnent est réinvesti dans l'IA chinoise. C'est un modèle très différent, un peu plus autosuffisant que celui que les États-Unis essayent de mettre en place. Stimuler tout le secteur de l'IA grâce à la dette, au déficit et à l'argent des alliés. Si l'on considère cette guerre tarifaire dans son ensemble, surtout lorsqu'il s'agit de reprendre l'argent des consommateurs américains pour le reverser au gouvernement, tout cela alimente cette grande confrontation économique avec la Chine. Je pense que cela va devenir plus agressif, que la situation va empirer et que la dette et les déficits vont devenir incontrôlables. Je crois que l'approche de Trump est très dangereuse. Elle pourrait mener à un crash financier majeur si le pari sur l'IA ne fonctionne pas.